Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment a été créée la toute première nation spatiale de l'histoire. Présenté comme ça, on dirait juste un gros délire ou une mauvaise blague. Mais c'est beaucoup plus sérieux que ça en a l'air. Et ça pose aussi une autre question. Est-ce qu'on peut acheter l'espace ? Avant de vous exposer les détails de cette curieuse histoire, je me dois de faire une petite introduction. Lorsque vous voyagez en avion et que vous passez au-dessus d'un pays, vous êtes dans son espace aérien. Selon sa stabilité politique ou sociale, il sera plus ou moins risqué de voler dans son couloir aérien, même si vous êtes juste un petit avion avec des touristes et que vous ne faites que passer. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Personne ne vous entendra passer, surtout. Parce qu'au-delà de l'altitude symbolique de 100 km, vous franchissez ce qu'on appelle la ligne de Kármán. Une frontière administrative, géopolitique et scientifique qui fait la frontière entre l'atmosphère et l'espace. Même si ce n'est pas tout à fait exact puisque la pression atmosphérique est encore mesurable au-delà de cette limite. C'est surtout pour dire qu'au-delà de la ligne de Kármán, vous êtes considéré comme étant dans les eaux internationales. Le vide spatial, la Lune, les planètes du système solaire sont au même stade juridique que les océans. Ils n'appartiennent à personne. On peut mettre des stations en orbite ou marcher sur notre satellite, mais on ne peut pas s'approprier les sols que l'on foule. Parce que le traité de l'espace, signé en 1967, interdit formellement cette pratique. C'est pour ça que personnellement, les projets de colonies martiennes par des entreprises privées... Vous connaissez déjà mon avis sur la question. Si vous êtes un passionné d'objets célestes, vous pouvez toujours vous rendre dans une boutique d'astronomie et d'acheter un petit bout de météorite. Attention cependant, on parle d'un budget conséquent. La palacite, c'est cher. Bon, en même temps, on parle quand même de cailloux qui ont été dans l'espace pendant des milliards d'années. La météorite de Fukang, par exemple, qui a été découverte dans la région du Xinjiang en Chine, a été vendue à plus d'1,7 million d'euros. Et encore, il s'agit juste d'un extrait du corps de base qui ne fait qu'une vingtaine de kilos. Le corps de base, lui, fait une tonne. Si vous pensez que c'est trop cher, vous pouvez toujours vous acheter quelques petites parcelles de Lune. Ou de Mars. Il existe des entreprises qui vous proposent d'acheter un bout de Lune pour une trentaine d'euros. Vous pouvez même avoir une parcelle de la mer de la Tranquillité qui contient le site d'alunissage de la mission Apollo 11. Vous avez même droit à certaines lunes de Jupiter. Vous trouvez ça un peu bizarre ? C'est normal. C'est parce que c'est une activité totalement illégale. L'Agence spatiale européenne collabore étroitement avec certains groupuscules dans la juridiction, notamment le Centre européen de droit spatial. Leur réponse est claire et unanime. C'est de l'escroquerie. La propriété extraterrestre n'est reconnue par aucun État souverain et aucune organisation supranationale. Ils peuvent maquiller ça sous le coup du « vous inquiétez pas, c'est légal », mais en fait ça ne l'est pas. On n'a pas à vous vendre un morceau de lune dont vous ne verrez de toute façon jamais la couleur de toute votre vie. Vous vous êtes juste fait arnaquer de 20 euros. En faisant abstraction du traité de l'espace, certaines personnes considèrent qu'il est légitime de percevoir les objets célestes comme des biens achetables, même si aucune juridiction dans le monde ne le permet. D'autres vont même encore plus loin dans le délire. Ángeles Durán, une ménagère espagnole, s'est revendiquée en 2010 comme étant la propriétaire du Soleil. Son but ? Tout simple, imposer les entreprises qui tirent du profit l'énergie solaire. Elle considère que parce que c'est sa propriété, elle se doit de recevoir des royalties pour absolument tout et n'importe quoi. Quitte même à faire payer des endroits comme l'Alaska ou le Groenland, des régions du monde où il y a quand même une nuit permanente entre 3 et 6 mois par an. Elle va tellement loin dans son délire qu'elle est même prête à porter plainte si l'intégralité des entreprises ne lui paye rien. Lors d'une interview, un journaliste a tenté de la piéger en lui expliquant que 80 000 personnes meurent chaque année du cancer de la peau et dont la principale cause est l'exposition au soleil. Sa propriété est donc pas très friendly. Selon cette logique, elle devrait payer pour ça, elle serait responsable. Mais elle a déclaré que non, c'est pas de sa faute, c'est plus de la faute de la couche d'ozone. Ouais. Elle vend également des parcelles de soleil. Parce que pourquoi pas, sinon c'est pas rigolo. Et ce pour 1 euro le mètre carré. Au-delà de la stupidité de ce genre d'action, tu sens quand même qu'elle est pas très futée. Je veux dire, du plasma pur à 5000 degrés, résultat d'une fusion thermonucléaire parfaite, pour elle ça vaut 1 euro le mètre carré ? Seulement ? Pas cher.
Vu les milliards que l'on injecte dans les réacteurs expérimentaux à fusion thermonucléaire sur Terre, moi je serais elle, j'augmenterais son prix. Un petit peu. Elle n'est pas la seule dans son domaine, puisqu'un avocat roumain, Virgiliu Pop, s'est également revendiqué comme étant le propriétaire du Soleil 8 ans avant notre chère ménagère espagnole. Il existe des dizaines de personnes qui se sont revendiquées propriétaires de la Lune, de Mars, de Triton, de tout ce que vous voulez et d'absolument tout et n'importe quoi. Selon l'Union astronomique internationale, rien de tout cela n'est légal. Ce ne sont pas vraiment des gens qui veulent faire une expérience sociale artistique dans le but de montrer que les juridictions peuvent être faillibles. Ces gens-là veulent se faire de l'argent sans trop d'efforts. Mais si parmi toute cette caste d'opportunistes, il y en a un seul à retenir, c'est James Thomas Mangan, un écrivain auteur de best-sellers, notamment des livres d'assistance. Vous savez, c'est les fameux croix enterrées. En 1948, il se revendique publiquement propriétaire de l'espace. Il déclare que c'est sa propriété, qu'il a le droit, vu qu'à l'époque personne n'interdisait de s'approprier quelque chose qui n'appartenait à personne, et qu'il peut faire à peu près tout ce qu'il désire avec. Et quand je parle d'espace, je ne parle pas simplement de l'orbite basse terrestre, de la Lune ou de ce genre de truc, qui à l'époque n'était visité que par les tests américains de missiles allemands V2. Non, je parle de l'intégralité de l'univers observable, incluant donc sa masse et son énergie. Le mec il se met bien. Bien évidemment, une telle déclaration ne vient pas sans quelques moqueries dans la presse. Et c'est sûr, c'est assez difficile de se revendiquer propriétaire d'un endroit absolument inaccessible pour l'époque. Mais James ne s'arrête pas là, il va rappeler la presse et l'informer qu'il est sur le point de créer sa propre micronation qu'il va appeler Celestia. Son nom complet c'est Nation of Celestian Space. Et tout ceci va être revendiqué au nom de l'humanité pour éviter que la politique de certains pays ne s'empare de l'espace. On pourrait se dire que c'est juste un délire dans sa tête et que ça ne va avoir strictement aucun impact. Mais c'est faux. Quelques années plus tard, sa petite micronation contient déjà 19 000 membres. À l'époque, la conquête spatiale n'était pas encore née, mais l'orbite basse avait déjà suscité l'intérêt des scientifiques après avoir envoyé des missiles V2 allemands par les Américains à une altitude de 106 km en 1946. C'est aussi l'époque des premiers essais nucléaires dans la haute atmosphère. Et évidemment, James n'aime pas ça, il n'aime pas qu'on touche à sa propriété. Mais grâce à sa grande sagesse, et en tant que chef de Celestia, il va prendre des mesures fortes. Il va interdire aux Américains, aux Russes et aux Européens par la même occasion, on sait jamais, d'interdire les essais nucléaires dans la haute atmosphère. Et ça a marché. Non. À partir des années 1960, la conquête spatiale a commencé depuis quelques années. Il va donc écrire à la NASA et à Roscosmos, l'agence fédérale russe, pour leur demander d'arrêter purement et simplement d'envoyer des satellites et des astronautes en orbite basse. Il considère que parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de Celestia, ce sont donc des actes de piraterie. Et forcément, on lui rit un petit peu au nez. Décidément, cet homme ne semble pas faire société avec les agences spatiales. Il ne mange pas à leur table d'hôte. La ratification du traité de l'espace en 1967 va quelque peu réduire ses espérances, puisque même si désormais les agences spatiales n'ont plus le droit de faire tout et n'importe quoi en orbite, lui non plus n'a pas à les interdire d'envoyer des astronautes et des satellites là-haut. En gros, faire de la science. Mangan mourra en 1970, et sa micronation disparaîtra quelque temps après, excepté sa famille qui est toujours un petit peu fidèle à ses projets. Son héritage n'est pas spécialement important, mais on notera tout de même l'idée d'avoir créé sa propre monnaie, son propre drapeau et sigle, et même ses propres timbres. Le but de Mangan était un petit peu différent des vendeurs de parcelles de soleil. Il affirmait que son projet de Celestia était avant tout là pour éviter que les superpuissances nationales, comme les États-Unis ou l'URSS, puissent faire absolument n'importe quoi dans le vide spatial, et il voulait maintenir ce vaste lieu intouché et pur. En soi, son objectif peut être considéré comme louable. Le problème, c'est qu'il l'a fait de la mauvaise manière, parce que la juridiction ne lui permet pas de s'approprier l'intégralité de l'univers observable pour empêcher les nations de s'en emparer. Aujourd'hui, le traité de l'espace n'autorise pas les personnes qui se revendiquent propriétaires d'une région de l'espace. C'est illégal et ça l'est encore plus quand ces types-là montent leur propre business pour vous vendre des parcelles de terre extraterrestres. On ne peut pas acheter l'espace et on ne peut pas se l'approprier. Et si vous voulez le faire et faire en sorte que ce soit parfaitement officiel,
Soit la loi vous en empêchera, soit les gens s'en ficheront parce qu'ils considéreront que votre action n'est pas officielle. Et si vous désirez vendre des parcelles de lune à 40 € sur le net, le Centre européen du droit spatial pourrait avoir affaire à vous. Mais certains n'ont pas vraiment peur. La preuve, un homme a créé son propre royaume spatial. Ouais. Et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. N'oubliez pas que, dans tous les cas, le silence éternel de ces espaces infinis, lui, ne s'achète pas et ne s'achètera jamais. Cet épisode est à présent terminé en espérant qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mon travail s'il vous plaît, à mettre un petit pouce bleu et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. À la prochaine.